Alors, troisième et dernier temps de notre cours consacré à la grande mutation de l'économie occidentale de 1873 à 1914, à la Grande Guerre, pour évoquer la grande expansion des années 1895-1914. Et pendant que je vous remontre le plan avec le vocabulaire à assimiler, ainsi que les dates et les chiffres, un petit mot pour évoquer cette expression qui mérite bien sûr des guillemets, car elle est de mon fait, contrairement à la Grande Dépression, qui est contemporaine des événements et dont les contemporains ont mesuré l'ampleur, et je l'ai déterminée en fait par goût de la symétrie, Grande Dépression, Grande Expansion. Mais vous allez voir qu'elle présente un caractère de réalité très net, puisque je voudrais dans un premier point vous montrer des chiffres qui vous permettent de mesurer ce retour à la croissance. Eh bien, au milieu des années 1890, effectivement, cette croissance économique repart. De très nombreuses données attestent cette reprise. Quelques chiffres. La croissance économique ne cesse à nouveau d'augmenter pour atteindre le chiffre en Europe et en moyenne annuelle de 5% entre 1895 et 1913. Alors, 5% de croissance économique annuelle, c'est bien évidemment un chiffre qui nous fait absolument rêver aujourd'hui, où nous sommes également en dépression et où cette dépression est encore accrue par la crise pandémique. Même les pays émergents n'ont plus des taux de croissance annuels de 5% aujourd'hui. Eh bien, c'était ce que connaissait l'Europe dans ces années-là, tout particulièrement, il faut le dire, dans l'extrême fin de la période 1910-1913. La valeur des échanges internationaux à la veille de la guerre de 14 eh bien, est 25 fois plus importante, imaginez, qu'au début du 19e siècle, en 1815. Voilà un deuxième chiffre extrêmement parlant. Et puis, une troisième donnée, c'est le taux de chômage qui chute dans la plupart des grandes puissances occidentales. Alors, pour prendre l'exemple de la France, on se situait à un chômage à environ 10% de la population active en 1898. Eh bien, à la veille de la Grande Guerre, en 1913, on est à environ 5% de la population française active qui est encore au chômage. Les salaires augmentent dans la majorité des secteurs d'activité et contribuent à la hausse du pouvoir d'achat. Un climat de prospérité, une forme même d'euphorie est en train de s'installer, au point que, après la Première Guerre mondiale, on fera référence à cette période qui court de 1895 à la Grande Guerre, en la qualifiant d'un nouveau chrononyme, d'un nouveau nom de période. On parlera de Belle Époque. Alors, Belle Époque n'est pas, je le répète, un terme que l'on utilisait dans ces années 1895-1914, mais il correspond à une forme de nostalgie des gens qui ont connu cette période par référence à des temps moins heureux qui correspondent bien sûr à la Grande Guerre et puis aux années 20 et a fortiori aux années 1930. Donc la belle époque économique, sociale, culturelle de 1895 à la Grande Guerre. Alors cependant, nous sommes ici à l'université et il me faut nuancer un petit peu cette tendance générale. La situation demeure par certains côtés précaire. Et je vous le disais, il y a des crises qui traversent et qui rythment les dépressions. Il y a également des crises qui traversent les phases d'expansion comme celle-ci. Vous avez une crise en 1900. Vous avez une crise encore plus importante en 1907. Et vous avez une troisième crise européenne qui démarre en 1913 et qui prendra fin avec la guerre de 14. Et puis, la plupart des pays européens ne se départissent pas du protectionnisme auquel ils sont revenus à la faveur de la Grande Dépression. Alors, deuxième point de ce troisième et dernier temps du cours,
le reclassement des puissances industrielles et agricoles. Il faut bien parler de reclassement de ces puissances à la faveur de la phase de grande expansion, une véritable redistribution des cartes de la puissance industrielle. Les deux pays, vous vous en souvenez, qui dominaient l'industrie mondiale dans la première partie du siècle, c'était tout d'abord, bien évidemment, l'atelier du monde, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et son brillant mais lointain second, la France. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, c'est en Grande-Bretagne et en France qu'alternaient les premières expositions universelles, symboles de cette prospérité du secteur manufacturier. Eh bien, ces deux puissances sont désormais dépassées par deux nouveaux venus, les États-Unis et l'Allemagne. En 1913, ces deux derniers assurent respectivement 36% et 16% de la production industrielle mondiale. 36% pour les États-Unis d'Amérique, 16% pour l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la France ne réalisent plus respectivement que 14% pour la Grande-Bretagne et 6,5% de cette même production pour la France. Alors essayons d'entrer un petit peu dans le détail de l'explication. La Grande-Bretagne, tout d'abord, elle est frappée par une véritable crise structurelle. Elle paie ses débuts rapides et brillants, si j'ose dire, qui l'ont incité à faire preuve d'autosatisfaction et à trop compter sans doute sur son savoir-faire et ses secteurs traditionnels, les secteurs porteurs de la première industrialisation, à savoir le secteur textile et le secteur métallurgique. Son équipement a mal vieilli, les Britanniques ne l'ont pas renouvelé et désormais cet équipement est dépassé. Par ailleurs, l'enseignement technique est déficient. Les laboratoires britanniques sont, comparativement à d'autres, laboratoires allemands en particulier, trop peu nombreux. Les Britanniques n'ont surtout pas assez développé les nouvelles industries. Ils sont en retard dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'automobile. Alors passons maintenant à la France. La France souffre de la perte de l'Alsace-Moselle. Elle manque de matières premières et bien également, elle a des problèmes qui sont liés au fait qu'elle demeure une puissance essentiellement rurale. À l'inverse, l'Allemagne connaît un développement industriel très spectaculaire qui trouve son origine dans les richesses de son sous-sol. Je pense par exemple aux gisements de lignite, dont la plupart sont des gisements à ciel ouvert et qui procurent donc à bon compte une source d'énergie à l'industrie allemande. Je pense à l'abondance, on reparlera de cela dans le cours de démographie, de la population allemande. Mais pas seulement l'abondance de la population allemande, sa qualité, sa formation, sa discipline. Je pense à l'excellence de ces filières justement de formation. Je pense à l'appui du monde financier et de l'État dans le développement industriel du Deuxième Reich. Et je pense, je le disais tout à l'heure, à la coopération très étroite et, on peut le dire, unique à l'échelle planétaire à l'époque, du secteur industriel, du monde de l'entreprise, d'une part, et du milieu universitaire, d'autre part. Donc tous ces facteurs expliquent cette puissance allemande. Tarvenue dans l'industrialisation, elle s'est aussi dotée d'équipements beaucoup plus modernes que la Grande-Bretagne et la France et a su compenser son retard par une productivité extrêmement élevée. En 1913, le Deuxième Reich occupe le premier rang mondial pour l'électricité et la chimie, qui sont les deux secteurs majeurs de la seconde industrialisation, le deuxième rang mondial pour le fer, la fonte et l'acier. Et à cette date, seule
les États-Unis la dépassent. Alors justement, un petit mot, même si nous sommes amenés ici à quitter l'Europe, de l'industrie américaine. C'est en 1894, nous disent les historiens des États-Unis et les historiens de l'économie, qu'elle atteint le premier rang mondial, pour ne plus le quitter ensuite. Dans le domaine agricole aussi, le premier rang mondial est dorénavant occupé par les États-Unis d'Amérique. Un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, a délibérément sacrifié son agriculture à son développement industriel et commercial. Cependant, le développement le plus spectaculaire et le plus original se trouve en Europe, et c'est de la Russie dont il faut ici parler. Avec l'intervention de l'État tsariste et le recours massif à l'étranger, nous pensons, et on les a évoqués dans un cours précédent que je mettrai prochainement en ligne, eh bien, les fameux emprunts russes qui sont en fait sur la place de Paris, à la Bourse de Paris, présentés aux Français. En 1913, la Russie occupe déjà le 6e rang mondial et talonne les deux pays qui le précèdent directement, à savoir la France qui est au 4e rang et l'Autriche-Hongrie qui figure au 5e. Alors je voudrais conclure par une 3e et dernière partie pour évoquer eh bien, un domaine où là la hiérarchie mondiale est moins bouleversée, c'est le domaine du commerce. Et en fait, là, on assiste au maintien de la domination britannique sur le commerce mondial. Alors le commerce et les revenus des invisibles, on entend par là, par invisible, les bénéfices des assurances, du secteur du transport, du secteur du tourisme, on en parlera dans un prochain cours, qui connaît un développement durant cette période, mais aussi, toujours dans ces invisibles, les dividendes des capitaux placés à l'étranger. Eh bien, le commerce et les revenus des invisibles permettent plus facilement de vivre de ces rentes, et c'est pourquoi la hiérarchie des puissances dans ces domaines-là demeure beaucoup plus stable que pour l'industrie ou même pour l'agriculture. Le Royaume-Uni continue d'occuper le premier rang mondial, même si sa part ne cesse de régresser. En 1913, ce Royaume-Uni occupe, et c'est quand même très spectaculaire, 44% des capitaux investis dans le monde. Et le Royaume-Uni possède la devise privilégiée dans les échanges internationaux, la fameuse livre sterling, ainsi que la flotte marchande la plus puissante du monde et le commerce de réexportation le plus important. La City de Londres est le cœur battant de la finance planétaire, avec 10 des 25 premières banques mondiales, avec la première bourse mondiale, le London Stock Exchange, et avec la première compagnie d'assurance maritime, la Lloyd's, la vénérable Lloyd's, qui est pluricentenaire déjà à l'époque. Quant à la France, eh bien la France, elle perd, elle, 2 rangs entre 1870 et 1913 pour se retrouver en fait passer de la 2e à la 4e place, car là encore, eh bien, c'est l'Allemagne et les États-Unis, cette fois dans cet ordre, qui, en termes de puissance commerciale, ont doublé la France. L'Allemagne 2e, les États-Unis 3e, la France 4e. Voilà, j'en ai fini pour ce cours numéro 6, et je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour le 7e cours, mais également pour les 4 premiers cours que je vais mettre en ligne. Soyez vigilants, à bientôt, portez-vous bien.